le premier Sénat, un réseau complexe de canalisation pour alimenter la population en eau. Il construit la flotte la plus puissante de l'Antiquité et érige des temples. L'un d'entre eux, le Parthénon, est souvent considéré comme le bâtiment le plus parfait jamais construit. Je crois qu'il avait sa propre vision d'Athènes. Toute sa vie, il a suivi cette vision. 2500 ans plus tard, nous pouvons enfin retrouver la vision de Périclès. Recréer cette civilisation disparue telle qu'il l'a connue. Athènes, ville reine de l'Antiquité. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, parmi les centaines de cités-États qui composent la Grèce antique, l'une d'entre elles va connaître la gloire, sous la conduite d'un homme. Cette ville, c'est Athènes. Et Périclès n'est ni roi ni prince, il a été élu. Il tire son pouvoir du peuple et d'une détermination à toute épreuve. La légende raconte que lorsque la mère de Périclès est arrivée à 8 mois de grossesse, elle a fait un rêve. Et elle a compris qu'elle aurait un fils dont le destin serait extraordinaire. Dans son rêve, elle accouchait d'un lion. Et pour les Grecs, le lion symbolisait le pouvoir. En Grèce, pour réussir une carrière d'homme politique et d'homme d'État, il fallait être un chef militaire et un grand orateur à l'Assemblée. Et Périclès avait toutes les qualités requises. Il a permis à Athènes de devenir une grande puissance, et il en a d'ailleurs été l'artisan principal. Périclès veut envoyer un message clair au monde, celui de la suprématie d'Athènes, capitale d'un nouvel empire. Pour cela, il va bâtir. Il a en tête la campagne de chantier la plus chère et la plus ambitieuse jamais entreprise en Occident. Mais il lui faut la financer. Il puise donc dans le trésor des Grecs, ce que certains verront comme un vol éhonté. Cet argent est en effet destiné à défendre la Ligue des cités-États grecques de la région et non à la glorification d'Athènes. Qu'importe, le chantier du Parthénon est ouvert. Élevé en l'honneur de la déesse Athéna, il deviendra le monument le plus copié de l'histoire. Un modèle qui inspirera ingénieurs et architectes du monde entier. Sa construction durera 15 ans, coûtera l'équivalent de 72 millions d'euros et nécessitera pas moins de 20 000 tonnes du plus beau marbre blanc. Le Parthénon est sans doute le bâtiment qui a le plus inspiré le monde. Où que l'on aille, en Amérique du Nord, en Europe, on retrouve des façades 19e de banques, de parlements ou de tribunaux qui portent clairement la marque de son influence. L'impact visuel du Parthénon sur le visiteur en fait un bâtiment très particulier. Lorsqu'on escalade l'Acropole, on est comme écrasé par cet immense temple de marbre. Et malgré cela, il a un côté aérien, des lignes dynamiques. Quand on le regarde depuis l'Acropole, on a l'impression qu'il flotte dans les airs. L'image du Parthénon nous est familière. Pourtant, les guerres et les affronts du temps font qu'aujourd'hui, ce bâtiment vieux de 25 siècles n'est plus que l'ombre de lui-même. Ed McCann, un ingénieur, et Manolis Korres, qui est architecte, ont décidé de retracer les étapes de sa construction dans les moindres détails pour comprendre à quoi il ressemblait durant l'âge d'or d'Athènes. Le Parthénon est construit en marbre extrait du mont Pentélique, situé au nord-est d'Athènes. Aujourd'hui, l'équipe chargée de la restauration du temple se fournit exactement au même endroit. L'extraction du marbre, laborieuse malgré l'aide des technologies modernes, devait prendre des mois entiers à l'époque de Périclès. La première étape consistait à tailler la roche-mère à la main. Le bloc extrait était soigneusement examiné pour détecter les éventuels défauts, puis acheminé vers le chantier. Ça représentait un trajet de 15 km. 20 000 tonnes de marbre ont été déplacées simplement par roulage, tirées par des bœufs. Le chemin pour gravir l'Acropole était incroyablement long et ça montait. C'est une prouesse extraordinaire. Et ça le serait encore si on le faisait aujourd'hui avec nos moyens de transport. La dernière partie du trajet était sans conteste la plus difficile.
il fallait hisser les blocs de marbre au sommet d'une côte de 92 mètres de long. Ed McCann a découvert la technique ingénieuse utilisée par les bâtisseurs antiques. Ils avaient un système très astucieux pour acheminer les blocs au sommet. En bas de la côte, ils installaient le bloc sur un chariot. En haut de la côte, un autre chariot, lesté de pierre, était relié au premier par des cordages passés autour d'un énorme cabestan. Ce chariot était tiré dans la descente par des ânes et des hommes. Et par un effet de contrepoids, le bloc de marbre était hissé au sommet de la colline, où il était déchargé. Là, le chariot vide était à son tour lesté et attelé pour servir de contrepoids, tandis que le chariot arrivé en bas recevait un nouveau bloc. Impressionnant, surtout lorsque l'on calcule le poids des blocs de marbre. Selon Ed McCann et Manolis Korres, ils étaient énormes. Tout autour du Parthénon, 8 grues en bois avaient été construites pour lever les blocs et les déposer sur le chantier. Les plus gros blocs pesaient 13 tonnes. Les plus gros, oui. Il y a 8 blocs qui font 13 tonnes chacun. Ces grues étaient d'une solidité remarquable, capables de hisser jusqu'à 13 tonnes. Leur conception était très simple. 2 poutres de bois reliées par une ceinture de fer et des cordes engagées dans un système de poulies à l'une des extrémités. 200 hommes étaient employés sur le site même. Mais des centaines de personnes participaient également à la construction dans la cité. Maçons, mouleurs, fondeurs, cordiers, transporteurs. Ce sont les coups de pic d'origine? Tout à fait. C'est la deuxième étape après l'arrivée du bloc sur le site. Ça date du début du chantier. La dernière fois que quelqu'un a travaillé sur cette pierre, c'était probablement il y a 2500 ans. C'est ça. Une fois le bloc sur le site, les tailleurs de pierre les plus expérimentés entraient en action. Ed McCann veut comprendre leur technique. Le principe que l'on retrouve dans toutes les constructions en pierre, c'est qu'il faut d'abord dégrossir le bloc et ensuite le tailler de plus en plus finement. On retrouve cette progression dans le type d'outil utilisé. Pour dégrossir le bloc, on utilisait un pic à 2 têtes, comme celui-ci. Ce n'est pas facile à lever et les coups ne sont pas très précis. Je sais de source sûre qu'un bon ouvrier pouvait casser 200 kg de pierre en 1 heure avec un pic comme ça. Au fur et à mesure que le bloc s'affinait, on utilisait un outil plus élaboré pour frapper la pierre exactement où il fallait, au millimètre près. C'est un outil beaucoup plus maniable, avec lequel on ne risque pas de faire d'erreurs majeures. L'inconvénient, c'est qu'il ne permet d'enlever que des petits bouts. Il me faudrait 2 semaines pour ciseler ce bloc et produire 200 kg de gravats. Une fois les tambours qui vont composer les colonnes achevées, il ne reste plus qu'à les assembler. Là, on voit où les pierres d'origine ont été assemblées, avec des agrafes de fer. L'agrafe a disparu, mais on voit son emplacement d'origine. Cette partie était dessous, invisible. C'est ça, caché par la pierre suivante. Aujourd'hui, les ravages de la pollution sont tels que le Parthénon nécessite une restauration de grande envergure. Ed McCann recherche des indices sur la façon dont les pierres ont été assemblées à l'origine et bénéficie d'un accès privilégié au chantier en cours. Il s'agit d'un travail de restauration moderne. Les techniques que l'on emploie aujourd'hui diffèrent un peu de celles du temps de Périclès, mais elles comportent quelques similarités. D'abord, les sections de colonnes, qu'on appelle les tambours, sont les mêmes. Là, elles sont hissées avec de grandes grues en acier. À l'époque, c'était des grues en bois. Regardez au milieu du tambour. Vous voyez une cheville métallique. Aujourd'hui, elle est en titane. Du temps de Périclès, on utilisait des chevilles de bois. Ça permettait de bien aligner les tambours les uns sur les autres quand on les descendait avec la grue. Chaque mur, chaque colonne est la preuve d'une technologie extraordinaire. Les pierres sont parfaitement positionnées et les joints sont quasiment invisibles. Ça, c'est l'un des joints les mieux conservés du site. Parce que cette colonne n'a jamais été détruite par un bombardement ou un tremblement de terre. On ne pourrait pas y glisser une feuille de papier. La galerie extérieure du Parthénon compte 46 colonnes de 13 tonnes, semblables à celle-ci. Elles confèrent au bâtiment une majesté incomparable. Aujourd'hui encore, le Parthénon nous impressionne. Mais du temps de Périclès,
sa vision devait être époustouflante. Pas seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur, qui a disparu depuis bien longtemps. Nos enquêteurs vont à présent tenter de retrouver à quoi ressemblait l'intérieur du temple. Car le Parthénon abritait la statue la plus spectaculaire jamais érigée. Le bâtiment voulu par Périclès est révolutionnaire pour son époque. Il fait partie de son vaste projet de transformation de la ville. Son programme est extrêmement ambitieux. C'est aussi un grand succès. Périclès change le monde dans lequel il vit et pose les jalons du nôtre. Il a réussi à réaliser sa vision, son rêve de bâtir ces temples magnifiques sur l'Acropole, et qu'on parle encore de lui 2500 ans après sa mort. De son vivant, ces monuments étaient encore plus impressionnants, encore plus beaux. Les écrivains de l'Antiquité décrivent l'intérieur du Parthénon avec une admiration mêlée de respect. Mais tout ceci a disparu. En 1687, l'armée vénitienne bombarde la ville d'Athènes. Le centre du temple est détruit par une grosse explosion. Ed McCann et Manolis Korres recherchent parmi les ruines des traces de cette splendeur. Ils veulent comprendre à quoi ressemblait le Parthénon du temps de sa construction. Voici l'impact d'un boulet de canon vénitien qui a frappé cette colonne. On voit les lignes de choc qui partent en étoiles et il manque un gros morceau de marbre. C'est constellé d'impact, ici, là. Je vois qu'il y avait aussi des vandales chez les Grecs. C'est des graffitis, non? Exactement. C'est l'un des 230 graffitis répertoriés sur le Parthénon. Beaucoup d'entre eux ont une valeur historique. Ils ont été écrits par des gens qui remerciaient les dieux en rentrant à Athènes d'avoir protégé leur voyage en mer, par exemple. On imagine un marin grec qui part avec son bateau. Si son voyage se passe bien, il vient au Parthénon et écrit une prière de remerciement pour les dieux sur le mur. Oui, c'est ça. Fantastique. Au milieu des graffitis et des cicatrices de la guerre, d'autres traces, des restes de pigments qui suggèrent que le bâtiment devait offrir un tout autre visage. L'image d'Épinal du temple grec d'une blancheur immaculée vacille. Le Parthénon était autrefois polychrome. Il a été peint après sa construction. Oui, dans l'architecture antique, il était d'usage de peindre les bâtiments, même ceux en marbre. Nous pouvons aujourd'hui recréer virtuellement son apparence. Des colonnes d'un blanc éblouissant, soutenant des pignons bleus, rouges et or. En Grèce, aucun autre temple n'affichait la décoration complexe du Parthénon. De magnifiques sculptures venaient compléter l'ensemble. 92 statues y trônaient. Une frise courait autour du temple, sous le plafond des galeries, sur près de 160 mètres. Et les sculptures qui ornaient les pignons étaient colossales. Les sculptures des pignons ont cela de remarquable que si on les regarde de derrière, comme cela est possible aujourd'hui, on note qu'elles sont magnifiquement sculptées sous tous les angles. Et pourtant, une fois en place dans le bâtiment, le visiteur ne les voit plus. Il fallait vraiment que les artistes soient fiers de les avoir sculptées. C'était pour honorer les dieux, la ville aussi peut-être, et aussi par fierté de leur métier. Périclès souhaite que quiconque pénètre dans le temple soit impressionné. Ce n'est pas qu'un lieu de culte. C'est là qu'est entreposé le trésor. C'est aussi là que se dresse le symbole même de la ville. Une colossale statue de sa déesse protectrice, Athéna. L'ingénieur Ed McCann veut savoir à quel endroit la statue, détruite depuis bien longtemps, se tenait. Manolis est un peu embarrassé de me le dire, mais la statue s'élevait juste à l'endroit où cette horrible grue est montée. C'était Athéna dans toute sa gloire. Vous reconstituerez la statue pendant la restauration? C'est impossible, parce qu'elle a été complètement détruite au cours d'un incendie au IIIe siècle de notre ère. Les récits qui nous sont parvenus évoquent une statue chryséléphantine, c'est-à-dire faite d'or et d'ivoire,
de 12 mètres de haut. De quoi se sentir tout petit pour le visiteur qui, une fois dans le bâtiment, ne pouvait la voir que de près. C'était du jamais vu. Périclès l'avait fait installer sur une estrade d'1,50 m. Lorsqu'on entrait, on ne voyait que ses pieds. Puis, en levant les yeux 12 mètres plus haut, on pouvait admirer le beau visage d'Athéna, portant un casque d'où jaillissaient des chevaux vers le ciel. Cette statue a complètement changé l'histoire de la statuaire religieuse dans l'Antiquité, et sans doute aussi celle de la statuaire chrétienne. Les lignes extérieures du temple ont considérablement influencé l'architecture. Au cours des 2500 ans qui ont suivi sa construction, les ingénieurs du monde entier ont copié le Parthénon sans jamais le surpasser. Ed McCann nous révèle les secrets du monument. L'une des histoires les plus connues sur le Parthénon est que, même si c'est un bâtiment d'aspect très rectangulaire, il ne possède aucune ligne droite. Il a été construit suivant des lignes légèrement incurvées vers le haut, pour contrebalancer l'effet d'optique, qui veut que les lignes droites vues de loin semblent courbes. Pour vous le montrer, nous avons tendu une cordelette d'un bout à l'autre d'une des marches principales. Je me trouve actuellement au milieu, et vous voyez que le sommet de la marche est de 10 à 12 cm plus haut que les côtés. Cela signifie qu'on est plus haut ici qu'aux extrémités. On trouve ce type d'écart partout dans le Parthénon. En compilant le résultat de décennies de recherche et grâce aux dernières techniques de modélisation, il est désormais possible de reconstruire le Parthénon. Huit colonnes à l'avant, 8 colonnes à l'arrière, 15 sur chaque côté. En entrant dans le temple, le visiteur passait sous le porche, puis pénétrait dans le sanctuaire d'Athéna, long de 30 mètres. Ensuite, il accédait au trésor et ressortait sous un second porche à 6 colonnes. Les splendides bâtiments de l'Acropole ont servi de modèle à beaucoup de constructions romaines. Ils ont bien entendu eu un impact énorme sur l'architecture européenne pendant la Renaissance. Même si cela s'est fait à travers Rome, l'influence du Parthénon continue de se faire sentir en architecture. La construction d'un tel édifice aurait suffi à elle seule à garantir à Périclès une place dans l'histoire. Mais ce dernier ne s'arrête pas là. Il bouleverse de façon plus radicale encore la ville d'Athènes. De nouveaux chantiers transforment la cité et son peuple. Périclès invente la démocratie. Le Parthénon, fièrement érigé sur l'Acropole, est le symbole du statut d'Athènes. C'est une superpuissance. Les chantiers lancés par Périclès ont été l'occasion pour Athènes d'asseoir sa prédominance sur le reste de la Grèce. L'objectif de Périclès n'est pas d'en remontrer au reste du monde, mais de changer la vie des citoyens ordinaires d'Athènes. Après le Parthénon, il concentre ses efforts sur la cité elle-même. Tout comme la ville actuelle, c'est un important centre commercial qui vit au rythme de son cœur, l'Agora. L'Agora est un endroit extrêmement important. C'est un lieu de marché, un centre de vie politique et sociale. C'est le cœur de la ville à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Elle a essuyé les assauts des envahisseurs barbares, été divisée en propriétés privées, puis abandonnée. Il est possible d'imaginer à quoi elle ressemblait du temps de Périclès, lorsque ces 12 hectares étaient le centre de la civilisation la plus avancée sur Terre. John Camp est un spécialiste de l'Agora d'Athènes mondialement reconnu. Il a passé plus de 30 ans à tenter de reconstituer son apparence. La zone était sillonnée de rues animées et parsemée de temples. Il y avait là un marché et le premier sénat jamais construit.
Du temps de Périclès, l'agora devait être assez impressionnante. Je l'imagine bordée de stoas, c'est-à-dire de grands bâtiments ouverts en façade par une colonnade où l'on pouvait s'abriter du soleil ou de la pluie. Et bien sûr, beaucoup de monde. Un autre temple magnifique y est érigé, très différent du Parthénon. Le temple d'Héphaïstos, dédié aux artisans qui ont contribué à réaliser la vision de Périclès. Par ce geste, ce dernier rend hommage au peuple et souligne que son pouvoir ne serait rien sans son appui. C'est un des temples les mieux préservés de l'Antiquité. Alors il est difficile de comprendre comment les pierres ont été assemblées. Ici, ce sont les ruines d'un temple qui devait être sa réplique et qui a été construit en contrebas. Ces morceaux épars permettent d'appréhender la méthode de construction. Vous voyez que c'était un bâtiment presque entièrement en marbre. Il n'y a pas de mortier. Les pierres étaient tenues ensemble par des agrafes en fer, comme celles que vous voyez ici. Elles s'emboîtaient sur des chevilles métalliques. D'ailleurs, on voit encore un bout de fer et un peu du plomb qui a été coulé pour sceller la cheville en place. Ça, c'est un bout de marche. Au-dessus de cette partie-là, il devait y avoir le deuxième degré. Toutes ces marques étaient cachées dessous. Le temple d'Héphaïstos se dresse sur le côté de l'agora. Au milieu de la place, l'assemblée. Pour l'édifier, il faut réaliser des travaux de nivellement, créer des terrasses artificielles et creuser la roche. Les techniques utilisées sont testées et éprouvées. À l'intérieur, en revanche, une révolution se prépare. C'est ici que va naître la démocratie. Ces murs sont tout ce qu'il reste de l'ancien Sénat, construit autour de l'an 500 avant notre ère. C'était un bâtiment très simple, avec des murs en briques crues, une façade à colonnade au sud et des sièges en bois pour les membres de l'Assemblée. Une antichambre rectangulaire menait au grand hall principal. Au centre, 5 colonnes supportaient une toiture en bois. 500 Athéniens y étaient affectés chaque année. Pas élus, juste tirés au sort pour être sénateurs. Cette démocratie extrêmement simple permettait au Sénat de présenter au peuple différents sujets. Litiges, impôts, déclarations de guerre. Les décisions étaient prises par le peuple. Les citoyens votaient en déposant un galet dans une jarre. Le Sénat athénien peut être comparé au Sénat américain. Mais au lieu de permettre aux hommes politiques professionnels de dominer la vie politique, le système permettait à chaque citoyen d'Athènes de servir la cité à un moment ou à un autre de sa vie. Aujourd'hui, la plupart des démocraties sont des démocraties représentatives. Athènes était une démocratie directe. On peut comparer ce type de gouvernement aux assemblées d'habitants des villes de Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, où chacun peut se rendre et où les décisions sont prises de façon collégiale. Au temps de Périclès, les Athéniens ont créé un moyen d'empêcher un individu de s'emparer du pouvoir. L'ostracisme est une procédure tombée en désuétude. C'est une élection à l'envers, si vous voulez. Une fois par an, les Athéniens avaient l'opportunité d'exclure une personne de l'Assemblée en écrivant sur un tesson de poterie appelé ostrakon le nom de celui qui constituait, selon eux, une menace pour la démocratie. La personne désignée était bannie pendant 10 ans suite au vote. Un homme politique, très populaire un jour, pouvait se retrouver banni de la ville pendant 10 ans et ses biens mis sous séquestre. Chose étonnante, Périclès n'a jamais été frappé d'ostracisme, bien qu'il ait dominé la vie politique d'Athènes pendant plus de 30 ans. Son pouvoir, il le tenait du soutien populaire, des humbles foyers de citoyens ordinaires qui jouxtaient les bâtiments majestueux et les temples de la cité-État. Nous sommes sur les ruines d'une maison athénienne assez typique. Ce mur-ci file vers l'arrière. Cette zone est une cour ouverte. Le plan est très simple, sans prétention. Les murs de ce type de maison étaient en briques crues ou en pierre sèche, renforcés de bois et enduits d'argile. Une fois achevés, ils étaient peints en blanc, noir, jaune ou rouge. Le sol était en terre battue, parfois recouvert de mosaïques. Les maisons étaient tournées vers la cour intérieure et chaque citoyen devait se raccorder au système d'adduction d'eau.
Des siècles avant Rome, Athènes disposait, à l'époque de Périclès, d'un réseau d'eau et d'égouts. John Camp a découvert ce qu'il en restait sous ses ruines. L'eau était essentielle pour Athènes, évidemment. Les hommes politiques, dont faisait partie Périclès, étaient soucieux d'assurer une bonne alimentation en eau à la ville. Regardez, voici des canalisations qui ont été mises au jour. Bon nombre d'entre elles servaient à acheminer de l'eau fraîche aux citoyens. Les autres servaient à l'évacuation des eaux usées. On a trouvé des centaines de mètres de canalisations comme celle-ci qui se croisaient sous l'agora. Les segments de canalisation étaient courts, 90 cm à 1,20 m, car ils étaient fabriqués sur un tour de potier. Épais d'environ 5 cm, ils étaient ourlés d'un rebord à l'une des extrémités pour un assemblage parfait. Lorsqu'un tronçon de canalisation était posé, les ingénieurs recherchaient les fuites éventuelles en y envoyant de l'eau mêlée de cendres. Installé dans des tranchées peu profondes sous l'agora, ce réseau amenait l'eau de plusieurs puits et de sources de montagne. Lorsque l'on considère tous ces éléments, les temples, les maisons, les places de marché, les bâtiments publics et les installations sanitaires, il devient clair qu'Athènes a tout d'une ville modèle. Sous la houlette de Périclès, elle prospère. Mais le succès, cela s'entretient. Athènes s'enrichit, son pouvoir s'agrandit. Bientôt la cité s'attire la jalousie de ses voisines. Périclès doit préparer sa ville à l'éventualité d'une guerre. La ville s'est complètement transformée. Appuyé par le peuple, Périclès gouverne depuis plus de 3 décennies. Chaque année, pendant plus de 30 ans, il est réélu stratège, c'est-à-dire général en chef. Chaque année, il n'a jamais essuyé un échec. Au fur et à mesure qu'Athènes se développe, les compétences militaires de Périclès deviennent vitales. La tension monte avec Sparte, seule rivale sérieuse face à l'influence athénienne en Grèce. Périclès comprend qu'il doit préparer sa ville à l'éventualité d'une guerre. Les défenses de la ville protègent alors une large bande de territoire limitée par 2 longs murs et 3 km de côte. Il devient vite évident qu'en cas d'attaque spartiate, les lignes à défendre seront beaucoup trop longues. Les forces athéniennes, étirées le long de ces défenses, seront trop exposées. Bien que la ville elle-même soit située à 8 km à l'intérieur des terres, Périclès sait que c'est sur la mer qu'Athènes affirmera sa suprématie. La Grèce est un pays montagneux, il n'est pas aisé de s'y déplacer. C'est pourquoi Athènes commerce principalement avec les îles de la mer Égée. Périclès s'attache donc à protéger la route du port qui mène au Pirée. Il fait construire un 3e mur parallèle au mur du Pirée, créant ainsi un corridor défendable. Désormais, quoi qu'il arrive, le lien entre Athènes et la mer est assuré par cet étroit passage. S'il fallait reconstruire ce mur aujourd'hui, cela représenterait un chantier considérable. Telle une véritable autoroute, le mur trace son chemin à travers des propriétés privées et des fermes. Il franchit les rivières, divise les communautés, sépare les gens de leurs terres. Pour Périclès, ce sont des inconvénients nécessaires. Athènes doit être prête à combattre. Aujourd'hui, il ne reste rien du mur de Périclès. Mais cette fortification d'Agosténa est très similaire. Elle donne aux archéologues une idée de ce à quoi il ressemblait. Je pense que le mur de Périclès devait être en pierre plus petite qu'ici, sur environ 4 mètres de hauteur, et surmonté d'un mur en briques crues d'encore 3 ou 4 mètres. Les parois extérieures du mur étaient comblées par des gravats. Au-dessus des fondations, on posait une pierre nommée socle. Au-dessus s'élevait le mur de briques. Ces fortifications faisaient environ 4 à 5 mètres d'épaisseur, 9 mètres de haut et 13 km de long en tout. Périclès les voulait imprenables. Pour cela, il lui fallait bien disposer ses troupes. Mike Rhodes, l'expert
expert en armement a étudié la façon dont Périclès a procédé. Sa stratégie reposait sur une force de réaction rapide, des cavaliers patrouillant le long des fortifications. Les Athéniens ont recruté 300 cavaliers. L'idée de Périclès d'associer des fortifications et une cavalerie est fascinante. C'est l'acte de naissance de la cavalerie grecque. Les troupes montées sont une nouveauté dans les conflits de la Grèce antique. La cavalerie peut patrouiller le long des murs. On peut la faire surgir d'une poterne à tout moment, dès qu'un problème survient. Et elle peut également sillonner la campagne pour protéger l'infrastructure agricole. Des poternes sont ménagées à intervalles réguliers le long des fortifications. De hautes tours et des remparts ajoutent un niveau de sécurité. La police et les hommes de guet étaient recrutés parmi les archers scythes. Les Scythes étaient un peuple du nord de la mer Noire. Ils avaient de magnifiques arcs à double courbure, faits de cornes et de tendons, et envoyaient leurs flèches entre 230 et 270 mètres. Si l'ennemi tentait de prendre le mur, ces archers ne lui laissaient aucune chance. Périclès installe également, en plus des archers, des hommes armés de frondes en haut des murs. Ce sont les snipers de l'Antiquité. Ils tiraient des poings en plomb, donc assez lourds, avec une forme aérodynamique. Un véritable projectile qui pouvait tuer un homme. Ceci est une copie d'un véritable poids conservé au British Museum. Dessus, le mot Dexa est gravé. Ça signifie « prends ça ». C'est un merveilleux exemple millénaire de l'esprit militaire. On place le poids dans la fronde et on l'envoie. Construits avant que ne se développe la stratégie des sièges lors des conflits, ces murs ont tenu leurs promesses durant toute l'époque de Périclès. Aucune armée n'avait les moyens techniques ou logistiques pour les abattre. Pour le stratège d'Athènes, c'est un avantage qui lui permet de se lancer dans la guerre. Le conflit s'est ouvert parce que les deux États principaux de Grèce, Athènes et Sparte, voulaient dominer le monde grec sans partage. Or, il n'y avait de place que pour une cité dominante. Alors la guerre était inévitable. L'âge d'or d'Athènes va bientôt connaître une fin dramatique. Périclès décide de miser tout ce qu'il a construit, tous les efforts consentis par son peuple, sur la seule puissance de sa redoutable flotte de guerre. Nous sommes en 431 avant notre ère. Comme Périclès l'avait prédit, les forces spartiates envahissent le territoire athénien. La réaction du grand stratège choque son propre peuple. Les fortifications de la ville ont été renforcées. Il choisit de s'en remettre uniquement à leur résistance et ordonne à la population des campagnes d'abandonner ses biens et de se réfugier derrière les murs d'Athènes. Beaucoup y voient une preuve de lâcheté. Les Athéniens laissent 60 000 Spartiates ravager leur campagne. Périclès estime que l'armée ennemie est trop forte. L'affronter sur terre serait courir à la défaite. Il choisit de mener la bataille sur mer. Grâce à l'étroit corridor protégé par les longs murs, ses troupes gagnent le Pirée. De là, elles lancent l'assaut contre Sparte à bord d'une flotte de navires de guerre redoutables, les trirèmes. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes était sans doute dotée de la meilleure flotte de guerre de toute la Méditerranée. C'était en partie dû à l'argent que lui rapportait son empire et qui lui permettait de payer un entraînement plus long et plus intense à ses équipages. Aucun archéologue n'a jamais trouvé les restes d'une trirème. Mais les informations qui nous sont parvenues indiquent que ces navires représentaient un exploit d'ingénierie militaire et navale. Le mot trirème évoque l'innovation capitale qui en faisait des navires hors du commun. Leur triple rang d'avirons, installés l'un au-dessus de l'autre, leur assurait une puissance colossale. Les navires de guerre plus anciens étaient dotés d'un double rang d'avirons. Avec ce troisième rang, les trirèmes gagnaient en puissance pour une coque de même longueur.
Elles étaient plus rapides et plus promptes à la manœuvre. À voir les représentations antiques des trirèmes, l'intention des concepteurs est claire. Utiliser la puissance du navire avec brutalité. Boris Rankov pense que la proue de chaque vaisseau était renforcée pour agir comme un bélier. La proue était protégée par un rostre en bronze aux arêtes saillantes pour pouvoir foncer sur les navires ennemis et en percer la coque. La trirème était une sorte de missile guidé. Elle était supposée ouvrir la coque d'un vaisseau ennemi et causer un maximum de dégâts avant de se dégager. Le succès de l'opération dépendait de l'habileté du capitaine. Pour être efficace, l'éperonnage devait s'effectuer à une vitesse de 10 nœuds. Trop en retard ou en avance, la trirème exposait ses flancs vulnérables à l'ennemi. Boris Rankov est convaincu que ces navires étaient construits en bois très léger. À pleine vitesse, il devait atteindre les 9 à 10 nœuds. Imaginez un navire de 50 tonnes avec 200 hommes à bord à près de 10 nœuds. C'est impressionnant. Grâce à la découverte des ruines de cales couvertes antiques, les chercheurs estiment que la longueur d'une trirème pouvait atteindre les 36 mètres. Les recherches de Boris Rankov permettent d'établir qu'il ne fallait pas moins de 170 hommes étagés sur 3 rangs pour la manœuvrer, chacun maniant un aviron de 4 mètres. La flotte de Périclès était imposante. Des récits relatant le début de la guerre avec Sparte suggèrent qu'il disposait de 300 vaisseaux. Avec environ 200 hommes par navire, cela représentait une flotte de 60 000 hommes. De plus, chaque trirème embarquait des soldats appelés hoplites. Déposés à des endroits stratégiques au cœur du territoire spartiate, ces troupes frappaient l'ennemi dans des raids éclairs, puis reprenaient la mer. Mike Rhodes, expert en armement, nous révèle leur tactique. Les hoplites combattaient en phalange. C'étaient des soldats d'infanterie armés d'une lance, d'un bouclier, et ils chargeaient. Le choc avec l'ennemi était brutal. Ils poussaient dans la masse et plantaient leurs lances loin dans les rangs adverses. C'était un rapport de force. Imaginez 600 hoplites derrière mon adversaire, alignés sur 8 à 12 rangs. Les premiers rangs frappaient les ennemis avec les lances et les suivants poussaient de toute leur force. Avec ces troupes parfaitement entraînées et la suprématie maritime assurée par les trirèmes, Périclès a, en apparence, les moyens de remporter une victoire rapide contre les Spartiates. Mais cette victoire ne viendra pas. Les Spartiates attaqueront les murs d'Athènes 5 fois en 10 ans. Repoussés à chaque fois, ils reviendront à la charge sans relâche, usant la résistance athénienne. La ville finira par tomber d'une manière inattendue. Sa flotte si puissante ramènera des ports étrangers, un fléau. Des milliers de personnes, confinées à l'intérieur des murs de la cité, seront confrontées à ce mal inconnu. Un quart de la population mourra. Pour la première fois en 50 ans, les Athéniens ont perdu tout espoir. Le nombre de victimes semble avoir été considérable. Il faut penser à la souffrance de ces gens qui ne mouraient qu'au bout d'une semaine à 10 jours de maladie. Ils crachaient leurs poumons et étaient couverts d'éruptions dégoûtantes. Imaginez l'odeur épouvantable des corps en putréfaction, mêlée à celle des eaux sales, due au confinement de toute une population à l'intérieur des fortifications. Périclès est l'une des victimes de l'épidémie. L'homme qui a bâti le Parthénon, protégé la démocratie naissante,
fortifié et dirigé sa ville pendant des décennies avec ambition et audace, est aussi vulnérable que les autres. Il meurt. Personne ne sait avec certitude quel fléau causa autant de ravages. Les découvertes récentes laissent penser qu'il pourrait s'agir du typhus. Le typhus peut être une maladie redoutable. Elle déclenche une fièvre intense qui peut faire perdre connaissance au malade. Elle peut le faire sombrer dans le délire et provoquer des perforations intestinales. Lorsque Périclès est mort, pendant ce qu'on appelle la peste d'Athènes, il a laissé un grand vide dans la vie politique, que des gens sans doute moins capables ont tenté de combler. Athènes est vaincue. Sur le champ de bataille et dans l'esprit de la population. En 404 avant Jésus-Christ, après de violentes luttes intestines et une série de désastres militaires, la cité est contrainte de déposer les armes. Sparte a gagné. Bien que les défenses créées par Périclès n'aient pas cédé, sa ville est soumise par son ennemi le plus acharné. Il aura fallu 30 ans pour lui forger un nouveau visage. En une seule génération, Athènes est mise à genoux par les guerres et la maladie. Cela ne retire rien à l'œuvre de Périclès. La ville qu'il a bâtie sera un modèle pour la civilisation occidentale. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Son héritage est toujours aussi puissant.